Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 18e édition de la plateforme du pôle santé de RISA ONG International. La plateforme du pôle santé est un espace d'échange permettant de débattre, partager des idées, créer des liens et s'entraider. Elle a pour vocation de progresser ensemble vers la compréhension du vivant. Nous sommes particulièrement heureux ce soir d'accueillir Erol Vella, membre du pôle santé de RISA ONG International. En cette veille du premier jour du mois de Ramadan, le pôle santé de RISA ONG a souhaité aborder un sujet qui lui est cher. Comment bien se nourrir tout au long de ce mois sacré? La communication de ce soir a pour titre « Une alimentation saine pendant le mois de Ramadan, comment se préparer et réussir son jeûne ?» La communication durera 1 heure. Vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Erol, la parole est à toi. Merci Sofia. Bonsoir à tout le monde. Masal khir alaikum. Buenas tardes a todos. Voilà, donc je me présente, je suis Erol Vella. C'est moi qui ai été chargé de vous présenter ce petit sujet qui avait déjà été, je crois, présenté l'an dernier, à peu près à l'identique. Donc la thématique, elle est évidemment basée sur l'actualité, puisque, Inch'Allah, le mois de Ramadan commence demain, si j'ai bien compris, si mes infos sont bonnes. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Donc, la thématique, c'est d'aborder la question de l'alimentation pendant le mois de Ramadan avec toutes les contraintes que ça implique, que ce soit donc les horaires du carême lui-même et les conditions de ce carême et que ce soit aussi on va dire, les habitudes et les contraintes sociales et les conséquences de ces habitudes et de ces contraintes sur le comportement du jeûneur, de celui qui va jeûner. Donc, c'est un diaporama, on va dire, de généralité sur l'alimentation que vous pourrez, ou si ça vous inspire, appliquer à vous-même, que ce soit pendant ce Ramadan, ou pour les suivants, ou même entre les mois de Ramadan, durant le reste de l'année. Et bien sûr, donc là pendant peut-être 20 minutes, je vais vous lister une série de conseils et d'astuces. Et après, on aura un temps pour en discuter, voilà, si vous avez des incompréhensions, des doutes, pour faire part de votre expérience, voilà, sur le sujet. Donc, j'espère que la traduction arrive à suivre. Je vais essayer de faire un effort pour être assez lent. Alors, donc, pour commencer, donc, le mois de Ramadan, c'est un mois connu pour le carême, le jeûne diurne que l'on doit faire. Mais quel est le sens de ce jeûne? Donc, déjà, il faut savoir que le jeûne est une pratique ancestrale qui remonte déjà bien au-delà de l'apparition de l'islam. Le but principal de l'activité de jeûne, c'est de purifier à la fois le corps et l'esprit. Pardon, je vais sauter, voilà. À l'occasion donc de ce jeûne, qu'il soit court ou long, c'est l'occasion de faire une pause spirituelle et de faire le point avec soi-même. Pendant cette pause, le corps et l'esprit ont donc l'occasion de se recentrer vers l'essentiel, éventuellement de se retrouver ou de s'améliorer, de corriger des erreurs, etc. Alors, quelle est la logique de tout ça? C'est que à cause ou grâce à l'absence de nourriture alimentaire, l'esprit va chercher à nourrir donc le corps et le cœur d'autres choses, et donc d'une nourriture plus spirituelle, plus consciente, plus axée vers le comportement. Alors, au passage, c'est l'occasion donc de nourrir notre rapport à soi-même et au reste du monde, incluant les autres humains, mais aussi tout l'ensemble du règne vivant.
Donc, c'est l'occasion de faire la paix avec soi-même, avec son corps, avec son entourage, avec son environnement et en l'occurrence avec son assiette, puisque c'est le sujet de ce soir. Donc, c'est l'occasion surtout de redonner du sens à la nourriture, de ne plus en faire un simple acte automatique de réflexe et de se poser individuellement, chacun, quelle est ma propre relation à l'alimentation. Et bien sûr, à l'occasion de cette aussi du temps que libère le fait de ne pas manger pendant une grande partie de la journée, vous avez plus de temps pour méditer, pour prier, pour tout un tas d'activités religieuses ou spirituelles. Donc, les bienfaits du jeûne en termes d'alimentation, le principal, c'est de limiter les quantités d'aliments, notamment les calories, et donc de sortir, dans le cas qui nous concerne la plupart du temps, d'une situation de surconsommation chronique, avec des excès divers et variés. Je vous rappelle que la plupart des médecines de l'alimentation moderne reconnaissent le fait que le régime hypocalorique, ou en tout cas le bannissement des régimes hypercaloriques, est très bon pour la santé et permet de corriger beaucoup de maladies chroniques ou de dysfonctionnements chroniques. Donc, pendant ce jeûne, le phénomène, c'est quoi? C'est de mettre au repos certains organes digestifs, ou au moins de ralentir leur activité, pour faire en sorte que le corps concentre ses priorités sur d'autres phénomènes qui seront plus profonds, plus physiologiques, plus cellulaires, et également organiques et tissulaires, comme le nettoiement, la régénération, l'autoréparation des parties du corps qui le nécessitent. Donc, le bilan de tout ça, c'est que si on arrive à effectuer ce jeûne et qu'on arrive à le rendre efficace, cela devrait améliorer le fonctionnement général de l'organisme et donc l'état général de santé, qu'il soit organique ou qu'il soit microbiotique, puisque le premier à être impacté par le changement de notre régime alimentaire, ce sera l'écosystème de micro-organismes qui vit dans notre intestin et qui nous permet à nous de digérer ce que l'on a et d'assimiler ce que l'on ingère. Indirectement, cela va aussi contribuer à renforcer le système immunitaire. Donc, dans tout ça, ça permet de rééquilibrer souvent le corps et l'âme, puisque la plupart du temps, dans la journée, en temps normal, on passe plus de temps à se concentrer sur les besoins du corps et on oublie parfois un peu les besoins de l'âme. Donc, la définition du jeûne, c'est quoi? Le jeûne au sens large ou le carême au sens large, c'est une restriction alimentaire. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut se limiter aux aliments solides ou inclure les aliments liquides. Et elle peut être que pendant certaines heures de la journée ou bien en continu sur toute la journée, voire sur plusieurs jours. Donc, l'intérêt d'arrêter les apports dans le corps, c'est d'éliminer les excès qui étaient stockés en permanence et que l'on ne pouvait pas nettoyer puisque le temps que le corps commence son nettoyage, on lui apportait à chaque fois de nouvelles choses potentiellement en excès. Et donc, le but de vider son corps de ses surcharges, c'est de pouvoir ensuite mieux lui apporter des aliments et des nutriments, puisque le corps, une fois nettoyé, va donc mieux assimiler les choses qu'on pourra lui apporter. Donc, pendant tout ce processus, le corps va puiser dans ses réserves. C'est ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire qu'il va consommer des parties du corps pour fournir l'énergie que l'alimentation ne lui fournit plus. Notamment, en premier lieu, l'énergie rapide, celle qui est stockée dans le foie et les muscles, notamment chez les grands sportifs d'endurance. Il y a beaucoup de glycogène stocké dans les muscles, et sinon, chez l'utilisateur moyen, c'est surtout le foie qui va stocker le glycogène. Le glycogène, c'est une sorte d'équivalent de l'amidon, mais stocké dans les organes animaux. Et ensuite, donc la deuxième étape, c'est d'aller utiliser les tissus de réserve, les tissus adipeux, donc le gras,
et de transformer ces tissus adipeux, donc ce gras, ces lipides, en matière glucidique, donc c'est ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Et la troisième source d'énergie et de réserve dans le corps, ce sont les protéines elles-mêmes, à commencer par les muscles, qui sont la principale quantité de protéines dont on peut modifier la quantité sans conséquences graves pour l'organisme, mais elle intervient en dernier recours pour éviter justement que la perte musculaire n'arrive trop vite au cours du jeûne et n'entraîne un affaiblissement de l'individu. Donc, pour aborder la thématique du jeûne du Ramadan, alors c'est vrai que là, l'actualité a fait que le vendredi, ça tombe aujourd'hui et que le jeûne probablement va démarrer demain. Donc, c'est un petit peu tard pour se préparer. Mais on va quand même vous présenter les idées que le pôle santé avait développées, de manière à ce qu'éventuellement les années prochaines, si ça vous semble pertinent et utile pour vous-même, vous puissiez les mettre en place. Donc, il y a deux choses auxquelles il faut penser pour se préparer, et c'est ce que probablement une grande partie d'entre vous font déjà de manière spontanée. Avant de commencer le Ramadan, quelques jours avant, c'est bien de commencer à remonter sa vitalité, avoir un organisme fort pour préparer la période de privation. Et en parallèle aussi, de prévoir ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire de commencer à moins manger et à manger de manière plus espacée pour se préparer de manière un peu douce au nouveau rythme alimentaire qui sera celui des 30 jours qui vont suivre. Donc, pour remonter sa vitalité, bon, ce sont des généralités toutes simples, hein, boire des jus de légumes ou même de fruits frais, pressés à la main, hein, c'est-à-dire sans transformation, sans chauffage, de manière à avoir un maximum de vitamines. Manger des produits déjà multivitaminés comme le pollen frais ou en quantité plus raisonnable le miel. Et donc, il est possible de faire des choses simplement à la maison avec des produits sains sans forcément avoir besoin d'acheter des produits complexes et chers dans des supermarchés ou autres. Par exemple, bon, je ne vais pas forcément la passer en détail, mais c'est un exemple de recette entre guillemets que vous pouvez appliquer. Donc, vous allez utiliser, par exemple, des citrons entiers. Du coup, pensez toujours les agrumes, si vous voulez utiliser la peau de l'agrume, l'écorce du citron ou de l'orange, vraiment, dans ce cas-là, ne pas faire d'exception, strictement ne prendre que des agrumes bio, parce que les normes dans l'agriculture non bio sont extrêmement élevées en termes de quantité de pesticides autorisés chez les agrumes. Pourquoi? Parce qu'on considère que chez un agrume, on ne mange pas la peau, on presse le jus. Donc, les fabricants d'agrumes non bio ont le droit de mettre, je ne sais plus si c'est 10 fois ou 50 fois plus de pesticides dans la peau que chez les autres fruits. Donc, du coup, si jamais vous mangez la peau, surtout, ne prenez pas un agrume non bio. Donc, voilà, donc on va dire les épices les plus connues pour être stimulantes sont le gingembre et le curcuma, de l'eau de source ou du moins de l'eau de bonne qualité, de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan, Citargan, ce sont les huiles en Méditerranée les plus connues pour être riches en nombreux éléments et en nombreuses vitamines. Et puis, vous pouvez ajouter une soupe de miel. Le miel, c'est connu aussi pour être très riche. L'ail, par exemple, si vous le supportez, c'est aussi un aliment très, très riche, etc. Donc, vous pouvez, pendant quelques jours, boire un verre de ce type de préparation, une à plusieurs fois par jour, avant les repas, notamment le matin au lever. Donc, le deuxième aspect de la préparation anticipée du Ramadan, c'est de commencer à habituer son corps à manger moins et de manière plus espacée. Donc, il y a deux options possibles, qui ne sont pas d'ailleurs, s'excluent pas. Déjà, on peut commencer par alléger l'alimentation en aliments lourds, difficiles à digérer et qui souvent surchargent l'organisme dont on n'a pas vraiment besoin. Et la deuxième option, c'est de commencer à s'habituer à faire des repas plus simples
avec un seul plat, par exemple, et puis petit à petit de diminuer aussi le nombre des repas pour préparer l'organisme. Bon, il y a beaucoup de gens qui font ça sans préparation, qui passent du jour au lendemain d'un régime normal à un régime de type Ramadan. Mais pour les gens pour qui ça pose des problèmes, ça peut être bien de se préparer sur plusieurs jours à l'avance. Donc, voilà un petit peu les principales, on va dire les principales idées clés de cette descente alimentaire. Donc, la première chose la plus importante est probablement d'apprendre à supprimer, si possible, tous les produits ultra transformés issus de l'alimentation industrielle. Pourquoi? Parce qu'ils sont difficiles à digérer, parce qu'ils ont des effets secondaires pas très positifs sur l'organisme, et plus on est sensible, plus on est âgé, plus on est malade, et plus on sera sensible à ces produits-là. Et donc, plus il est conseillé de les limiter, voire de les supprimer complètement. Donc, ça sera aussi les huiles raffinées industrielles et également, un point important, toutes les boissons ou même comment on appelle ça, les pâtisseries qui sont très sucrées, en sucre ajouté, voire même en édulcorant, ce qui est rarement bien meilleur pour l'organisme que le sucre lui-même. Donc, le deuxième point important, c'est à vous de voir. Je l'ai mis en rouge parce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, je le laisse libre à votre appréciation personnelle. Vous savez tous que pendant Ramadan, les habitudes et les addictions qu'on a pendant l'année sont très difficiles à contrôler et on souffre souvent pendant le Ramadan de ce manque de substances addictives. Alors, les principales, ça sera la caféine, pour certains, ça sera la théine, pour beaucoup, ça sera la nicotine. J'ai mis le sucre avec un point d'interrogation parce qu'il faut vous interroger, est-ce que vous ne seriez pas dépendant au sucre? Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants au sucre, qui ne s'en rendent pas compte, puisque ce n'est pas considéré de manière courante comme étant une drogue, une substance addictive. Et pourtant, l'organisme a des dépendances avec ce sucre ajouté rapide dont on n'a pas vraiment besoin. Et ça va modifier votre comportement et notamment vos capacités à supporter le manque pendant la journée du Ramadan. Ensuite, donc de manière moins catégorique, mais ça peut aussi vous aider à alléger votre organisme et à mieux supporter le carême, de vous habituer à manger moins de viande rouge, moins de féculents lourds, notamment les féculents à gluten, donc les pâtes de blé, la semoule de blé, le pain en général, et éventuellement aussi des légumineuses qui, en grande quantité, sont difficiles à digérer. Vous le savez tous, ça peut provoquer des flatulences ou des douleurs intestinales. Donc, en fait, c'est l'occasion de se préparer à reprendre de bonnes habitudes, se poser avant de manger, de ne pas manger en coup de vent, tout en marchant, tout en parlant au téléphone, debout sans s'arrêter de travailler ou des choses comme ça. Quand on mange, de bien mastiquer et, si possible aussi, de privilégier plus de nourriture crue, donc moins de produits cuisinés, et si vous mélangez les deux, de manger d'abord le cru avant le cuit. Donc, la deuxième option qui n'exclut pas la première, c'est de commencer de se préparer à faire des repas simples, ce qu'on appelle monodiète, et petit à petit de diminuer le nombre de repas et de les espacer. Alors, par exemple, si vous voulez faire ça tout doucement sur plusieurs jours, vous pouvez le premier jour réduire le goûter, le limiter juste à un fruit ou à une boisson. Puis après, le deuxième jour, vous supprimez carrément le goûter si vous êtes habitué à ça. Ensuite, vous pouvez réduire le repas de midi en faisant un seul plat, simple, comme du riz ou une pomme ou un légume. Et puis, petit à petit, vous réduisez aussi le repas du matin, le petit déjeuner. Et puis, petit à petit, vous pouvez même les supprimer pour vous préparer au carême du Ramadan, sans pour autant être dans un carême surérogatoire, parce qu'il n'est pas question de respecter les horaires ni de ne pas boire, juste pour préparer éventuellement votre organisme à la diminution de la quantité et de la fréquence. Donc, maintenant que vous êtes préparé, donc le Ramadan a commencé, vous pratiquez le carême diurne depuis la prière du matin jusqu'au coucher du soleil. Donc, du coup, bien sûr, le moment, on va dire fatidique, attendu par tout le monde, c'est le moment de la rupture du jeûne, le moment de la prière de Maghreb. Donc,
je sais bien qu'à partir de là, une fois que le ramadan est installé, tout le monde a des fortes habitudes familiales, culturelles, en fonction de l'endroit où il vit et avec qui il vit. Et que donc, les conseils qu'on va vous donner vont parfois être en contradiction partielle, voire totale, avec vos habitudes. Donc, il n'est pas question de remettre en cause vos habitudes culturelles, ni de les critiquer, mais à vous de vous demander, après tout, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais je me rends compte que mon corps, peut-être, c'est difficile, et peut-être qu'en faisant autrement, je pourrais avoir une meilleure réaction. Donc, à vous de vous poser les questions. Dans vos habitudes, souvent héritées de vos familles ou de vos cultures, qu'est-ce que vous pourriez changer sans que ça pose problème? Évidemment, il n'est pas question de se mettre en conflit avec le reste de la communauté. Donc, par exemple, je sais qu'il y en a qui le font et au contraire d'autres ne le font pas. Vous pourriez commencer par boire simplement de l'eau. Et de l'eau à température soit ambiante, soit légèrement tiède. C'est l'eau la plus facile à absorber pour l'organisme. D'autant que si jamais le ramadan tombe pendant des journées ensoleillées, chaudes, ou selon le pays dans lequel vous vivez, le premier des besoins de l'organisme, c'est la réhydratation. Donc, le premier des besoins au moment de rompre le jeûne, c'est de se réhydrater. Bien sûr, vous pouvez aussi boire du lait, puisque c'est aussi une tradition de le faire, mais l'eau ira très bien aussi. Et la première alimentation, la tradition aussi prophétique est de manger quelques dattes, donc vous pouvez faire ça, mais vous pouvez tout aussi bien manger d'autres fruits secs en très petite quantité aussi, juste pour réveiller l'organisme. Donc, vous avez réhydraté votre organisme avec 1 ou 2 verres d'eau selon vos besoins et votre soif. Et puis, tout de suite après, vous réactivez votre organisme et votre digestion en apportant de manière rapide, mais en quantité raisonnée, du sucre à travers des fruits, des dattes, des figues, des abricots, ce que vous voulez. Et donc ensuite, bon, la tradition veut que si par exemple on est à la mosquée, souvent on va casser le jeûne directement dans la mosquée avec de l'eau, du lait ou des dattes, ce que les gens ont préparé. Et puis après, normalement, il y a le temps de la prière, ce qui du coup va automatiquement vous laisser un quart d'heure ou une demi-heure avant de retourner chez vous et d'attaquer le repas. Et ça, effectivement, c'est une bonne chose. Ce n'est pas très conseillé de démarrer directement au moment du ftour et au moment de casser le jeûne, directement avec un long repas qui va être lourd à digérer. Donc, mieux vaut avoir une petite activité. Et celle de la prière, c'est évidemment l'activité parfaite. Donc, ensuite, lorsque vous allez après ensuite démarrer le repas, là aussi, c'est parfois difficile d'aller à contre-courant des habitudes familiales ou culturelles, mais idéalement, il faudrait commencer par un premier repas relativement léger et plutôt riche en produits hydriques, c'est-à-dire un repas plutôt à base de boissons, en partie en base de boissons, qui va contribuer à réhydrater l'organisme si tant est que vous êtes dans une situation où l'organisme a eu soif pendant la journée parce que c'est l'été, que les jours sont longs, qu'il a fait chaud. Donc voilà, votre premier repas, pensez à équilibrer l'hydratation et l'alimentation pure. Et puis, vous pouvez donc, évidemment, bon, la grande célébrité, c'est la soupe, la shorba, la harira. Dans chaque pays, son équivalent culturel. Et bien sûr, prenez le temps de manger, ne mangez pas vite, ne vous dites pas « j'ai super faim, il faut absolument que je mange vite ». Non, au contraire, vous avez faim, donc mangez doucement, appréciez, faites durer le temps du repas, pensez à bien mastiquer parce que si on avale sans mastiquer, on n'a pas le temps de sécréter de la salive et la salive participe à la bonne digestion des aliments. Il n'y a pas que le tube digestif qui va participer à la digestion des aliments. Donc voilà, évidemment, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pendant que c'est Ramadan et que je jeûne toute la journée, est-ce que je n'ai pas des mauvaises habitudes qui font que je mange trop le soir, alors que justement, l'ensemble de l'esprit du Ramadan, c'est aussi de moins manger pour se consacrer à d'autres activités plus spirituelles. Donc, si on récapitule, évitez, donc, que ce soit en préparation du Ramadan, mais encore plus pendant le Ramadan, tous les aliments trop chimiques qui de toute façon sont plus ou moins néfastes pour l'organisme, ou en tout cas sont difficiles à gérer pour l'organisme. Donc, si vous privez toute la journée votre organisme et qu'au moment de le réalimenter, vous l'alimentez avec des produits néfastes ou toxiques,
ce n'est pas la chose la plus conseillée. Donc, tous les produits transformés, voire ultra transformés, bien sûr, les huiles industrielles raffinées qui sont plus difficiles et moins utiles à l'organisme, et tous les boissons et les confiseries sucrées. Donc là, je pense que ça va faire appel justement à ce que vous vivez parfois, les gâteaux trop sucrés, les thés trop sucrés. Ce n'est pas justement l'aliment qu'il faut privilégier normalement pendant un carême si on veut avoir une alimentation saine et équilibrée et qui respecte l'organisme. Voilà, donc là aussi, ce n'est pas la peine de se précipiter sur des aliments lourds à digérer. Mieux vaut diversifier les légumes frais. Donc, pensez à privilégier des aliments qui contiennent de l'eau ou simplement des aliments gorgés d'eau, naturellement, comme des fruits et des légumes. Voilà, partir plutôt sur des protéines légères et sur des féculents légers. Éviter éventuellement les féculents riches en gluten, qui, même si vous n'êtes pas intolérant au gluten, seront quand même plus difficiles à digérer pour votre organisme. Donc, rappelez-vous qu'il est dit dans le Coran, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc, je peux faire l'effort. Wakulu wa ashrabu wa la yusrifu inna la yuhibbu al-musrifin. Pardon si j'ai mal prononcé. Donc, ça, c'était le repas du ftour, donc on va dire le principal repas de la journée, en tout cas le plus attendu. Mais il y a aussi un deuxième repas, voire des mini-repas durant la nuit pour ceux qui pratiquent aussi une alimentation en mode perlé. Mais le deuxième repas principal, c'est celui du matin qu'on appelle Suhoor, qui a lieu avant la prière de Fajr, puisque c'est la prière de Fajr qui marque le début de l'horaire du carême à respecter. Donc, le repas du Suhoor, bon, vous savez tous que certains le font et d'autres ne le font pas. Et si vous le faites, là aussi, il y a deux options. Il y a ceux qui le font et qui démarrent leur journée dans la foulée, et il y a ceux qui le font juste pour se réalimenter encore un petit peu avant de se recoucher. Donc, en fonction, évidemment, là aussi, les bons conseils ne seront pas forcément les mêmes. Donc là, si vous vous réveillez pour Suhoor, la première des choses à faire, c'est de boire de l'eau, là aussi, température ambiante, tiède, dès que vous vous réveillez, de manière à commencer par hydrater l'organisme. Et ensuite, sans vous précipiter non plus, essayez de manger des choses qui sont utiles comme un petit déjeuner normal, c'est-à-dire du gras, donc durer longtemps dans la journée, et des protéines, puisque le corps aura aussi besoin toute la journée de protéines pour continuer à se construire malgré le manque d'alimentation. Et en vérité, comme dans les petits déjeuners normaux, on conseille d'éviter le sucre, parce que si vous démarrez votre journée avec du sucre, dès que le corps aura fini sa digestion, en réaction, il va vous redemander du sucre. Et comme là, il n'y aura pas de nouvelle alimentation jusqu'au soir, vous allez être en manque de sucre pendant toute ou partie de la journée. Et si vous êtes justement un cas où vous avez une consommation déjà anormalement élevée de sucre, vous avez en fait un corps qui est sous dépendance et donc probablement vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc n'encouragez pas, ne vous dites pas « Ah, je vais manquer de sucre dans la journée, donc j'en prends beaucoup le matin ». Au contraire, il faut déshabituer le corps. Donc voilà quelques idées. Vous pouvez manger des œufs, des avocats, donc des choses riches sur le plan nutritif, mais faciles à digérer. Ou alors reboire un bol de soupe si vous pensez qu'au passage, ça vous réhydrate aussi. Voilà, donc là encore, le repas de Suhoor, c'est pour aider à mieux supporter la journée qui va être longue, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'excès puisque ça va sinon soit fatiguer votre corps, soit lui créer des manques qui vont réveiller les dépendances. Donc le dernier point à aborder, donc le ramadan se met en place, il dure 30 jours, 29 ou 30 jours. Donc petit à petit, quand on s'en sort bien, le corps s'habitue, ça devient moins difficile au bout de quelques jours. Du moins, si on arrive à respecter un rythme et à ne pas changer trop de rythme. Évidemment, selon si on travaille, si on ne travaille pas, si on est invité, si on a des activités nocturnes, le rythme peut-être va changer, mais
plus ou moins le corps s'habitue. Donc, l'idée aussi, après, c'est une fois que le ramadan est terminé, vous allez reprendre un régime alimentaire théoriquement normal. Pour autant, il ne faut pas forcément reprendre tout de suite, trop vite, les habitudes d'avant. À plus forte raison, si ces habitudes-là étaient mauvaises. Si vous mangiez trop vite, trop gras, trop sucré, et que vous avez fait l'effort pendant le ramadan, n'arrêtez pas tout le dernier jour. Donc, du coup, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vais faire l'effort d'avoir une fête de l'Aïd tout en faisant la fête et en mangeant et en partageant ces moments-là, peut-être d'avoir une fête de l'Aïd diététique, peut-être manger moins de gâteaux ou des gâteaux moins sucrés ou des gâteaux moins lourds, moins riches en gluten, peut-être des choses plus à base de fruits, à base d'ingrédients naturels. Je sais que culturellement, c'est difficile de lutter contre ça, mais c'est des questions que vous pouvez vous poser et vous pouvez participer. Vous pouvez vous-même dire, tiens, je vais faire moi-même mes propres gâteaux, je vais moins les sucrer ou pas les sucrer du tout, ou je vais les farcir autrement. Vous pouvez inventer. Donc, voilà. Après, donc, et au-delà de ça, au-delà du cas particulier de la fête de l'Aïd, il y a la question de la reprise du mode alimentaire normal. Est-ce que vous le faites d'un coup en un seul jour, ou bien il y a des gens, la reprise, ça les fatigue. Certaines personnes, le premier jour de l'Aïd, ils vous disent, j'ai pas faim, j'arrive pas à manger, j'ai pas d'appétit, je me force, mais j'apprécie pas. Ou alors, mon corps est lourd derrière ça. Voilà. Donc, vous pouvez là aussi étaler sur plusieurs jours la reprise, ou tout simplement vous dire, c'est l'occasion, puisque l'Aïd, je vais faire un Aïd diététique ou juste un jour, j'embraye encore avec les 6 jours de Shawwal, ce qu'on appelle Sabirin. Comme ça, vous vous déshabituez pas trop vite et après, vous pouvez gérer votre sortie encore plus facilement. Voilà, donc c'est fini pour les conseils. Maintenant, on peut répondre à vos questions et à vos interrogations ou à vos témoignages. Merci. Merci infiniment, Harold, pour ces bons rappels. Effectivement, nous allons pouvoir passer à la séance des questions, des partages aussi d'expériences pendant Ramadan. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors moi, j'ai peut-être une question qui s'adresse à qui veut répondre. On a parlé du repas, le dernier repas, le soir. C'est quand même un repas assez compliqué parce que derrière, on mange et derrière, on va dormir. Physiologiquement, c'est plutôt très, très difficile. Qu'en est-il? Parce que finalement, on dort le ventre plein et on ne dort pas très bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent répondre? Ben, en gros, c'est pour ça qu'il est conseillé de manger léger le matin. Et de manger léger, par contre, ce qu'il est bon de manger, ce sont des aliments qui vont durer longtemps et qui vont être utiles dans la journée. Des gras de bonne qualité, pas des graisses saturées ou industrielles, des huiles, des gras de poisson, des choses comme ça, et des protéines qui vont être aussi utiles au fonctionnement du corps. Alors, il y a une question de Damien. Que pensez-vous du jeûne intermittent le reste de l'année, jeûner 16 heures par jour tout en s'hydratant et en s'alimentant sur une plage horaire de 8 heures? Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, donc ce jeûne qu'on appelle intermittent, dont on parle assez souvent aujourd'hui, c'est effectivement en termes de rythme horaire, c'est l'équivalent du rythme du ramadan, puisque en moyenne, les journées, elles vont durer plus ou moins 6 heures. Il va nous rester seulement 8 heures pour manger, moins les heures où on va dormir. La différence du jeûne, on va dire, à vocation sanitaire, médicale ou autre, sans signification religieuse, c'est que du coup, on peut poser les règles qu'on veut, le nombre d'heures qu'on veut. On peut décider de continuer à s'hydrater, ce qui est plutôt bon pour le corps. Donc, si vous voulez effectivement expérimenter d'autres jeûnes, vous pouvez le faire tout en vous hydratant si ça rend l'exercice plus facile. Donc oui, de toute façon, vous savez, il y a quand même beaucoup de gens sur Terre qui ne mangent pas 3 repas par jour.
qui n'en mangent que deux. Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils partent au travail, dans leur champ ou je ne sais où, puis ils tiennent toute la journée, et puis ils rentrent le soir, ils mangent, et puis ils se reposent un peu et ils vont dormir. Donc, manger 2 repas par jour avec une grande interruption au milieu, ça n'a rien d'exceptionnel. Effectivement, si vous voulez le faire volontairement, si en plus vous vous hydratez, c'est encore plus facile. Il n'y a même pas de risque de mauvaise gestion de l'hydratation, de fatigue de l'organisme. Alors justement, il y a une question de Birgit qui nous demande combien faut-il boire la nuit et le matin? Est-ce qu'on a quantifié cette quantité d'eau ou de boisson? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Moi, je vais déjà apporter une réponse. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est votre organisme qui vous le dit. Et il va vous dire des choses différentes selon la saison à laquelle on est, selon la température qu'il fait et selon vos activités que vous faites durant la journée. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire il faut boire tant de litres. Ça dépend beaucoup de où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites pendant la journée. Donc, c'est votre organisme qui va vous dire, tiens, j'ai beaucoup soif, j'ai pas beaucoup soif. Et puis, le meilleur repère, c'est quand vous allez aux toilettes, de regarder vos urines, si elles sont très denses ou pas très denses. Si vous n'arrivez pas vous-même à sentir la fatigue de la déshydratation, vous pouvez la contrôler. Donc, je pense que c'est ça le meilleur exercice. Moi, c'est ce que je fais. Quand le ramadan démarre, surtout ces dernières années, on a eu beaucoup de ramadan pendant l'été, y compris avec les périodes de canicule. Parfois, je devais être actif dans la journée. Il y avait des journées qui étaient très difficiles en termes d'hydratation. Alors, après la nuit, là, il faut beaucoup boire. Et pour beaucoup boire, il n'est pas question de boire 1 litre ou 2 litres d'un coup. Il vaut mieux boire plusieurs fois 30 centilitres au moment de ftour, après la prière, après manger, pendant la fin de la soirée où on se détend, on boit du thé ou des choses comme ça. Et bien sûr, dans ce cas-là, de bien penser au moment de ftour à se réhydrater encore une dernière fois avant soit de démarrer la journée, soit de se recoucher. Et d'ailleurs, les sportifs aussi doivent se poser les questions. Il y a des gens qui continuent de faire sport pendant Ramadan. En général, c'est soit en fin de journée, juste avant Ftour, soit éventuellement, on peut le faire la nuit aussi, avant Fajr, même juste après Fajr. Moi, il m'est arrivé de faire ça, de suite après le Fajr, après m'être bien hydraté, mais avec le risque que si après j'ai de la fatigue, je ne peux pas me réhydrater avant le soir suivant. Donc, moi, je pense qu'il faut pas, ce n'est pas des questions de quantité, c'est à vous d'écouter votre corps. Et par contre, s'il y a besoin de grandes quantités, il faut penser à les étaler, bien sûr. À les étaler, quitte à se réveiller pendant la nuit, par exemple, 1 ou 2 fois, juste pour boire et se rendormir. Alors, évidemment, ça coupe le sommeil, ce n'est pas très agréable. Alors, Adil nous pose la question de quels conseils pouvez-vous donner aux fumeurs pour vivre leur jeûne et comment rompre le jeûne? Alors, c'est une très, très bonne question. Je suis content que vous la posiez. J'ai fait exprès de parler des addictions. Moi, personnellement, je n'ai pas une grande expérience de la cigarette parce que j'ai été un petit fumeur pendant quelques années, mais je ne peux pas me comparer aux fumeurs qui souffrent vraiment de la dépendance. Par contre, je me souviens très bien, une année, je m'étais rendu compte que pendant le ramadan, l'après-midi, j'avais mal à la tête, comme beaucoup de gens. Et que la première des choses que je pensais à faire dès que c'était l'heure du ftour, c'était de boire un café. Parce qu'en fait, j'étais en manque de caféine en fin de journée. Parce qu'à l'époque, je consommais régulièrement du café plusieurs fois par jour. Et donc, une année, je me suis dit, oh là là, le ramadan approche, c'est dans 3 jours, je n'ai pas envie de souffrir du café tous les après-midi. Je vais arrêter le café 3 jours avant, on verra bien. J'ai arrêté le café 3 jours avant, ce n'était pas facile les deux premiers jours. Et puis, le ramadan est arrivé, et de tout le ramadan, je n'ai pas eu mal à la tête une seule fois, et le ramadan est passé tout seul, comparé au ramadan précédent. Donc là, j'ai compris. Qu'en fait, quand le corps il a des addictions, le ramadan, ça rend justement cette addiction difficile. Donc, c'est peut-être l'occasion de penser au moins à diminuer, voire d'arrêter si vous avez le courage. Mais même diminuer, je pense que si vous préparez votre corps, je ne sais pas, par exemple, si vous fumez 10 ou 20 cigarettes par jour, peut-être avant Ramadan, de penser à n'en fumer plus que 5, ça sera bien sûr difficile, pour que pendant le Ramadan, vous puissiez éventuellement fumer les 5 la nuit. Parce que j'ai connu des gens, très gros fumeurs, qui arrivaient à ne pas fumer pendant la journée durant le carême. Mais alors, le ftour, pour eux, c'était une cigarette. C'était même pas un verre de lait, une date ou quoi. C'était une cigarette, voire 2. Et après, ils commençaient à s'alimenter, à faire la prière ou des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Donc, c'est l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour diminuer mon addiction et pourquoi pas de l'arrêter? Et alors, ça vaut pour le café. C'est bien sûr moins difficile. Le café, c'est assez facile. En 3 jours, le corps il est sevré.
d'expérience, je peux vous le dire. Le sucre, c'est un peu moins facile que ça en a l'air. Il faut une bonne semaine pour se sevrer. Et surtout, le sucre, ce qui est très difficile, c'est qu'il y en a partout. On vous en met partout, y compris sans vous le dire. Une fois que vous achetez du pain, dans le pain, il y a du sucre. Vous achetez une sauce tomate, dans la sauce tomate, il y a du sucre. Donc, le sucre, c'est vraiment une addiction vicieuse parce qu'on n'en a pas conscience. Elle n'est pas trop réputée, c'est pas réputé comme étant une addiction. Et par contre, quand on veut s'en passer, c'est pas très facile. Le café, c'est facile, il suffit de le décider. La cigarette aussi, bon, c'est pas facile à appliquer, mais la décision est facile à prendre. Alors, n'hésitez pas, l'onglet Q&R. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Rani? Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais intervenir concernant l'hydratation. Effectivement, comme a dit Errol, il faut écouter son corps. Ceci dit, il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse concernant les personnes âgées, parce que les personnes âgées ont perdu donc cette sensation de soif. Et donc, je dirais pour les personnes âgées, il est impératif quand même de prendre au moins 1 litre et demi d'eau. Sachant que l'astuce que donne Errol aussi de voir la couleur de ses urines permet aussi de savoir si le corps est bien hydraté ou pas. Voilà, merci. Effectivement, merci Rani pour cette précision. Alors, Damien pose la question de quelle est la consommation idéale de fruits par jour? J'ai envie de répondre le plus possible, c'est-à-dire sans exagérer, sans que ça soit… Alors, fruits, là, c'est fruits, ce n'est pas fruits et légumes, d'accord. Parce que si c'est fruits et légumes, c'est le plus possible. Hein, le corps est tout à fait, bon, sauf cas particulier ou de maladie ou autre, mais le corps est tout à fait habitué à préparer pour manger des fruits et des légumes, y compris crus, en quantité importante durant la journée. Après, les fruits spécifiquement, effectivement, les fruits sont sucrés, ils sont notamment sucrés en fructose. Le fructose est un sucre qui n'est pas digéré comme le glucose via le système d'insuline, etc. C'est un sucre qui a tendance à être stocké dans le foie. Donc, si on mange trop de fructose, on peut déclencher des maladies du foie. Mais pour manger trop de fructose, il faut pratiquement manger du fructose, c'est-à-dire du fructose industriel à la cuillère. Je ne sais pas, oui, si on mange que des fruits, par exemple, si on faisait une diète spéciale où on mangerait que des fruits, là, on aurait un excès de fructose. J'avais vu un reportage justement sur une sportive, des sports d'endurance, qui, elle, s'imposait une diète spéciale fruits, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle disait, attention, ce n'est pas conseillé aux personnes qui ont une activité normale, parce qu'elle, son excès de fructose en continu, vu qu'elle avait une forte activité sportive d'endurance tous les jours, elle passe son temps en fait, à consommer le fructose qu'elle consomme. Donc, voilà, le fructose en grande quantité, effectivement, c'est toxique pour l'organisme. Mais voilà, évidemment, si vous sautez vos repas et qu'à la place, vous ne mangez que des fruits matin, midi et soir, d'abord, ça sera dur à digérer, je pense, parce que l'intestin, il n'aime pas trop ça. Et puis là, effectivement, oui, vous allez ingérer trop de fructose. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait le plus possible. Hein. Des bons fruits frais, si possible bio, ou du jardin, du producteur, locaux, etc. Quoi. Alors, on nous pose la question des huiles industrielles. De quoi il s'agit? vous savez, quand vous achetez un plat cuisiné, que vous lisez les ingrédients, si vous avez le courage de le faire, mais je vous conseille de le faire ou carrément d'arrêter d'en acheter parce que vous verrez que souvent, ce qu'on y lit, c'est un peu affolant. Souvent, on va vous dire huile partiellement hydrogénée, huile de machin transformée, huile de choses. Voilà, c'est ça en fait. Après, si vous achetez un plat industriel, mais que dedans il y a marqué huile d'olive vierge extra pure, bon, bah, c'est de la bonne huile, il n'y a pas de souci. C'est plutôt c'est comme aussi tout ce qui est amidon transformé, sirop de glucose. Alors ça, c'est encore pire que de manger du sucre. Manger du sucre, bon, c'est déjà extrait d'une canne à sucre, c'est déjà du transformé, mais alors manger du sirop de glucose, là, c'est carrément du pur glucose. C'est comme si vous injectiez du glucose en intraveineuse. Et ça, l'organisme, il ne gère pas très bien. Alors, il y avait une question qui est plus d'ordre finalement religieuse. Hein. C'est concernant les personnes malades qui ne
qui ne peuvent pas jeûner, comment peut-on jeûner intérieurement différemment? L'abstinence de nourriture et la bonne nourriture dont nous avons parlé ce soir peut se décliner sur un plan symbolique et spirituel. Bon, je pense que c'est connu de tout le monde que d'abord, si on est malade, qu'on ne peut pas jeûner, on ne doit pas jeûner sur le plan alimentaire. Et qu'après, bien sûr, ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous ne faites pas le carême alimentaire du Ramadan que vous ne devez pas et que vous ne pouvez pas faire les autres aspects du carême, le bon comportement, les prières, tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur ce point. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question? Il me semble que c'est assez connu quand même. Bon. Par contre, c'est vrai que la question se pose parfois différemment et là, c'est beaucoup plus difficile d'y répondre parce que, bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la jurisprudence islamique, mais par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, mais moi, je ne peux pas arrêter de boire parce que j'ai une insuffisance rénale. J'aimerais bien quand même jeûner sur le plan alimentaire. » Bon, je pense que dans ce cas-là, il faut considérer que vous êtes malade, donc vous ne faites pas le carême officiel. Mais si vous voulez quand même vous contenter de boire que de l'eau et ne pas manger pour participer à l'effort des autres et vous-même faire un effort, je pense que c'est très bien aussi, quoi. Après, il y a des cas plus tordus. Il y a des gens, moi je connais des gens qui sont des tellement gros fumeurs qu'ils ne peuvent pas arrêter de fumer, c'est impossible. Ils fument comme ils respirent. Et pourtant, certaines de ces personnes-là font le carême, c'est-à-dire sans boire, sans manger, mais par contre, ils fument quand même. Après, voilà, est-ce que le carême est valable ou pas? Ce n'est pas à moi de juger, moi, j'en sais rien. Mais ça existe, il y a des gens qui poussent le raisonnement jusqu'à ce niveau-là. Alors, on nous a conseillé dans ce cas 2 heures de jeûne. Il y a une remarque de Hassiba Ben, mais je n'ai pas bien compris à quoi elle fait allusion. Alors, Annie, tu souhaites intervenir? Oui, c'est uniquement pour dire que on peut voir le Ramadan comme une période dans laquelle on est censé être beaucoup plus proche de notre corps, beaucoup plus conscient de ses besoins, de ses limites, de ses vulnérabilités. Et donc, même pour les jeunes, les personnes malades, ils peuvent passer aussi par ce biais-là d'être très proche un petit peu de leur du sensation et des besoins du corps. Et le fait de comprendre nos besoins, nos vulnérabilités, nos limites peuvent nous permettre d'avoir de la compassion pour les autres et donc connaître les besoins des autres, ce qui est aussi l'objectif aussi, je pense, du jeûne. Voilà, j'ai dit. Merci Rani. Oui, je vais rebondir. Je pense que si par exemple, à chaque Ramadan, vous arrivez à comprendre quelque chose de votre corps, à comprendre un besoin que vous n'aviez pas compris la fois d'avant, à améliorer un mode alimentaire ou à perdre une mauvaise habitude par rapport, je pense que c'est un Ramadan réussi. Et même chose, on fait la même chose sur le plan strictement religieux. Souvent, pendant Ramadan, on lit le Coran, on réapprend ou on apprend des sourates, ou bien on va plus à la mosquée, ou bien on fait la prière Tarawih le soir. Ben, le but de chaque Ramadan, ce n'est pas d'être parfait forcément du premier coup, c'est de faire un effort et éventuellement d'avoir fait mieux que le Ramadan de l'année précédente, ou au moins aussi bien. Donc, je pense qu'il faut l'aborder comme ça sur le plan alimentaire aussi. Et effectivement, comme l'a dit Rani, moi, en tout cas, je confirme de mon expérience personnelle, le fait d'être plus à l'écoute de mon corps en le privant de certaines choses, en faisant des efforts, je me suis aussi plus rendu compte des autres, leurs difficultés. J'ai été beaucoup plus sensible aux gens qui sont fumeurs et qui souffrent pendant le Ramadan. Donc ça aussi, je pense que c'est l'occasion de s'ouvrir aux souffrances des autres. Et l'exercice du Ramadan est là pour ça aussi. Alors, il y a une question de Birgit. Alors, on sort du Ramadan. Pensez-vous que d'autres méthodes de jeûne, par exemple selon Bushinger, sont-elles aussi bonnes et effectives pour efficaces pour nous purifier? Alors, je ne sais pas ce qu'est cette méthode. Je ne connais pas non plus. Voilà. Je ne sais pas si Malika est arrivée ou pas encore. Peut-être qu'elle connaît.
Sinon, il y a une autre question sur le question-réponse. Il y a une question de Damien. Quelle est l'activité physique idéale pendant ce mois de Ramadan? Comment faire si on a Un travail un travail dur et éprouvant physiquement? Alors, il y a deux questions différentes. Je vais au moins répondre à la première et la deuxième, je la laisserai peut-être à quelqu'un qui a plus d'arguments. Quelle est l'activité physique idéale pendant ce mois? Ça dépend beaucoup déjà de quelle est votre activité physique habituelle en temps normal. Si vous êtes un grand sportif, un moyen sportif ou pas sportif du tout. Donc, si vous n'êtes pas sportif du tout, l'activité physique idéale, ça serait peut-être juste de marcher un petit peu. Et du coup, vous pouvez le faire aussi bien la nuit si c'est possible. Si votre mode de vie vous permet de sortir la nuit. Ou sinon, même dans la journée, si c'est sous un climat raisonnable, s'il ne fait pas 40 degrés, si vous ne mourrez pas de soif, une petite marche. Le corps, de toute façon, la marche et la natation aussi, en eau pleine, c'est les deux activités les plus naturelles pour le corps et il y a le moins de contre-indications. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de ça. Par contre, après, si vous voulez faire vraiment du sport, de l'exercice, un entraînement, là, c'est tout autre chose. Les sportifs, justement, qui doivent continuer à s'entraîner pendant Ramadan, pour eux, c'est tout un exercice parce que soit ils font une partie de leur exercice la nuit, soit ils les font juste avant le ftour de manière à se dire au moins après ça, je me réhydrate, donc mon corps ne va pas avoir soif trop longtemps. Mais le problème, c'est que si vous le faites juste avant le ftour, par contre, vous êtes potentiellement en faiblesse glycémique parce que vous n'avez rien mangé depuis le matin. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez le faire le matin après ce four, mais avec le risque qu'à la fin, vous aurez soif, vous ne pourrez pas vous réhydrater non plus. Donc, ce n'est pas facile. Le vrai sport, le sport intense, ce n'est pas facile pendant Ramadan. Et la deuxième question, c'était comment on fait si on a un travail physique éprouvant? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai ma grille de lecture personnelle, mais j'ai toujours eu le sentiment que sur le plan juridique, les spécialistes du droit musulman ne disaient pas grand-chose là-dessus. On en déduit en général qu'il faut faire avec et il faut souffrir et s'accrocher. Voilà. Mais après, chacun peut… On nous dit pourtant que quand on voyage, on peut ne pas faire le carême. Mais quand on travaille, ce n'est pas dit. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de… Je ne sais pas, mais je ne suis pas spécialiste du sujet. Donc, si quelqu'un veut compléter la question. Alors, il y a toujours la possibilité, quand on ne peut pas faire le jeûne pour une raison valable, nourrir des pauvres. C'est une possibilité du droit musulman. Et de rattraper aussi éventuellement le jour qui nous manque si on souhaite le rattraper, si on peut le rattraper. Tout à fait. Alors, Adil pose une question. Vous avez parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Comment vous pouvez nous expliquer le jeûne sur ces trois aspects? Bon, je ne suis pas forcément spécialiste de la question, mais de par ma propre position de croyant et de pratiquant, j'ai un avis comme tout le monde. Le jeûne, de toute façon, tout le monde le sait, là aussi, on le répète régulièrement, l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam, il ne nous a jamais dit vous vous contentez d'arrêter de manger et de boire du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Tout le monde sait que le carême, ce n'est pas que ça. Donc, on sait très bien que pendant le carême, on doit être encore plus exemplaire que pendant le reste de l'année en termes de comportement vis-à-vis des autres, de compassion vis-à-vis des autres, de respect. Donc, voilà, je pense que le jeûne de l'âme, c'est d'abord ça, c'est arrêter d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais comportements, mais de manière sincère, c'est-à-dire faire la paix avec son voisin, avec la personne avec qui on est fâché, avec soi-même si on est un peu en conflit avec nous-mêmes. Donc, voilà, le jeûne de l'âme, pour moi, c'est vraiment la pratique du bon comportement, du bel agir, comme on dit. Et puis, au niveau de l'esprit, tout le monde sait aussi que pendant Ramadan, on fait plus de prières, on lit plus de sourates, on va plus à la mosquée, on participe à des soirées spirituelles, on peut faire du dhikr, écouter du sama, des choses comme ça. Donc, forcément, là aussi, si on fait un jeûne que alimentaire ou même comportemental, mais qu'on oublie complètement de faire aussi un travail spirituel, c'est un peu dommage. Et je pense qu'aucun de nous n'a envie de passer 30 jours à ne pas profiter un petit peu d'augmenter sa spiritualité. Donc, pour moi, c'est ça
la cohésion globale du jeûne du Ramadan, c'est les trois. C'est les trois jeûnes, justement. Ce n'est pas que le jeûne alimentaire. Alors, Annie? Et je pourrais peut-être éventuellement apporter une petite image pour comprendre ça, une image que j'ai lue récemment dans un livre. En fait, vous savez bien qu'une fusée, par exemple, qui est envoyée dans l'espace, à un certain moment, si elle veut encore continuer son chemin, il faudra qu'elle largue toutes les parties qui l'alourdissent. Sinon, si elle veut conserver ces parties-là entières, eh ben, tôt ou tard, elle va redescendre. Elle ne va pas pouvoir se libérer de la pesanteur. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que le jeûne va nous permettre de nous dégager de tout ce qui est superflu en nous, pour permettre justement à l'âme de s'élever. En tout cas, c'est cette image-là que j'ai trouvée intéressante peut-être. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, le fait de manger trop, eh ben, ça crée des maladies, l'obésité qui est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète, et on l'a vu même pour le Covid. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les excès, c'est comme cette fusée-là, si elle ne largue pas le surplus, eh ben, tôt ou tard, elle va être redirigée vers le sol, attirée par la pesanteur. Donc, je pense que le jeûne aussi, c'est un moyen, plutôt c'est une période, une opportunité qui s'ouvre à nous pour pouvoir se décharger de tout ce superflu qui va permettre à l'âme de s'élever. Merci. Merci, Rani, pour Belle image. oui, cette très belle image. Une question. Voilà, très belle métaphore, nous dit aussi Adil. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas. Hérol, un dernier mot avant de clôturer, puisque je crois qu'on arrive au bout des questions-réponses. Non, mais je crois que c'est bien comme ça. Je vais vous souhaiter un bon Ramadan. Je ne sais toujours pas s'il commence c'est demain. C'est demain. Je crois que ça a été annoncé. Bon, d'accord. Donc, bon Ramadan. Essayez de mettre à profit tous ces conseils, de bien les digérer, de les personnaliser, pas chercher forcément à les copier s'ils ne vous parlent pas. Voilà. Et puis, rendez-vous au Ramadan prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Rani, tu souhaitais intervenir? Oui, peut-être pour revenir sur… Parce que j'ai vu que les personnes aimeraient bien savoir quelle activité de sport il faut faire, quelle quantité de fruits il faut manger. Je pense que notre religion, elle est venue pas pour nous imposer des choses, mais pour nous donner de la liberté et de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de quelques règles pour partir, mais il faut qu'à la fin, que chaque personne expérimente et arrive à connaître son corps, et comme on vient de le dire, connaître les besoins de ce corps, les limites de ce corps, les vulnérabilités de ce corps, et puis de s'adapter en fonction. Parce que chaque être humain est différent. On ne peut pas appliquer une règle pour tout le monde. C'est impossible. D'ailleurs, c'est ce qui est fait dans la médecine allopathique, et je pense, autant que médecin, que c'est un tort, parce qu'elle considère l'être humain comme identique. On n'est pas des clones. Et donc, on ne peut pas aussi donner des règles qui seront valables pour tout le monde. Donc, c'est à chacun comme a dit Hérol, donc d'être à l'écoute de son corps et de répondre avec la bienveillance qu'il faut à ce corps-là. Merci. Merci, Rani. Je vais rapidement rebondir. Effectivement, je pense que sur le plan alimentaire, donc le côté jeûne alimentaire du Ramadan, moi, je trouve que le principal bénéfice et enseignement
que donne la pratique du Ramadan, c'est la découverte ou la redécouverte ou la compréhension du fonctionnement de son propre corps. Alors, dans les pays musulmans où les gens apprennent très tôt les habitudes, c'est souvent les adolescents qui découvrent ça. Et c'est très bien, parce que l'adolescence, c'est le moment où le corps change. On va partir sur un nouveau corps qui sera définitif pour toute la vie d'adulte. Donc, c'est le moment d'apprendre à connaître comment fonctionne ce corps, quelles sont ses limites, quels sont ses besoins, quels sont ses vrais besoins, pas les faux, quelles sont ses vraies limites, pas celles qu'on croit qu'on ne peut pas tenir alors qu'on peut. Donc, c'est très bien que ça arrive à l'adolescence. Et puis, même quand ça arrive plus tard pour diverses raisons, par exemple, comme moi, quand on est converti à l'âge adulte, j'ai découvert le Ramadan à l'âge adulte et ça m'a énormément appris sur mon corps. Ça m'a aidé à arrêter le café, la cigarette, plein de choses, le sucre, plein de choses comme ça. Et j'ai beaucoup appris sur les capacités de mon corps. Par exemple, récemment, j'ai voulu expérimenter le jeûne complet qui dure plusieurs jours, mais hydrique, c'est-à-dire on peut boire, mais on ne s'alimente pas. J'avais aucune idée de comment mon corps allait réagir. Je me dis, oh là là, plusieurs jours sans manger, ça risque d'être terrible. Et en fait, ce n'était pas terrible, ce n'était pas plus dur que le Ramadan. Et comme j'avais déjà l'expérience du Ramadan, mais en fait, mon corps, il n'a pas fait de réaction particulière, quoi. Donc, je pense que vraiment, l'apprentissage de votre corps que vous offre le carême du Ramadan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut arriver à le prendre sous cet angle-là et pas seulement de le prendre sous l'angle « je suis obligé de le faire parce qu'on me dit de le faire et que si je ne le fais pas, on m'engueule ». Voilà, évidemment, si on le fait comme ça, c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose de très enrichissant. Voilà. Tout à fait d'accord, Erol. Ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions chaleureusement Erol Vella pour sa communication, nous rappelant la nécessité de bien nourrir son corps pour bien nourrir son âme et passer ainsi un mois de Ramadan dans la paix et la miséricorde divine. Durant le mois de Ramadan, la plateforme du pôle santé laissera la place à celle du Web Chemin. Nous aurons l'immense joie de vous retrouver le vendredi 13 mai à 21 h. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence de ce soir. Nous vous souhaitons un très bon Ramadan Moubarak. Prenez soin de vous. Très bonne soirée à vous tous.